Bonjour Isabelle. Bonjour. Pour animer cette rencontre, j'ai demandé à Jean-Marc Lalanne, qui est rédacteur en chef des Inrecuptibles, d'entourer avec moi Isabelle Huppert et de lui poser quelques questions, enfin de discuter avec elle sur son travail et sur son métier d'actrice et sur les films qu'elle a fait. Et puis ensuite, évidemment, la parole vous sera donnée pour que vous pourrez poser des questions à Isabelle Huppert. Et Jean-Marc Lalanne, grand spécialiste de l'œuvre d'Isabelle Huppert. Et d'ailleurs, sans ironie, j'emploie à bon escient, je crois, ce mot œuvre, parce que je considère que Isabelle Huppert est une des rares grandes actrices du cinéma qui a construit une œuvre à l'instar d'un cinéaste ou d'un artiste. C'est assez rare et je voudrais que ça soit peut-être la première question, en tout cas le début de cette conversation. On a vraiment le sentiment, en voyant les films, en voyant la trajectoire d'Isabelle Huppert et surtout ses choix, des décisions très fortes qui sont et qui a l'idée d'une œuvre effectivement avec des choix très affirmés, mais des choix qui concernent évidemment un certain type de personnages, et puis un certain type de cinéastes aussi, comme s'il y avait l'idée voilà, d'un cheminement et d'une trajectoire et surtout d'une recherche de quelque chose. On a l'impression, en voyant vos films, qu'il y a à la fois un immense abandon, une perméabilité, une disponibilité très grande pour intégrer l'univers d'un cinéaste ou alors pour devenir un personnage, et en même temps une idée d'appropriation que les créations des cinéastes ou que le cinéma enfin, des cinémas très différents auxquels vous avez participé en tant qu'actrice, ça devient finalement quelque chose qui vous appartient. Oui, un petit peu de ça, de faire de l'espace cinématographique un peu le lieu d'une autobiographie imaginaire ou secrète. Secrète, y compris pour moi-même d'ailleurs. J'en sais pas toujours forcément, c'est pas toujours un cheminement conscient, mais enfin c'est l'idée, oui, que le cinéma peut justement m'accompagner dans un peu à la manière dont l'écriture romanesque ou autobiographique peut accompagner l'écrivain. Mais c'est évidemment quelque chose que les acteurs ne s'autorisent pas forcément ou n'ont pas forcément l'occasion de développer à travers le cinéma. Mais moi, sans le prévoir ou sans le décider, il se trouve, c'est quelque chose qui est un peu advenu au cours des rôles, des films et des années, que le cinéma est devenu le lieu de cette cachette imaginaire dans lequel on peut à la fois se révéler et se cacher, bien sûr. Est-ce que cette conscience-là, vous l'avez eue à un moment donné? Est-ce qu'il y a un film, une rencontre avec un cinéaste, où vous avez perçu que tous vos choix, ça dessinait quelque chose, un certain type de figure? Est-ce que c'est avec Violaine Auzière ou un peu plus tard que vous avez perçu ça, que ça formait quelque chose, un dessin? Non, je ne l'ai pas perçu tout de suite, en tous les cas. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui s'est dessiné par petites touches au fur et à mesure, mais c'est pas quelque chose que j'ai compris d'emblée et qui m'a fait le préciser par la suite. Je crois que moi en tout cas, c'est pas non plus quelque chose que j'avais compris comme spectatrice parce que j'étais pas une grande spectatrice de cinéma. Le cinéma, c'était quelque chose qui m'était finalement assez inconnu. Encore maintenant, d'ailleurs, j'ai des grandes lacunes. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, donc c'est pas. Le désir d'être actrice a précédé le goût de voir des films. Enfin, Ah oui, ouais. j'avais vu très peu de films en fait, très peu de films importants quand j'ai commencé à être actrice. Donc je crois que c'est plutôt ça a plus à voir en fait avec l'idée du regard qu'avec l'idée d'une connaissance du cinéma. Et l'idée du regard, c'est évidemment
incarné ou objectivé par la caméra. Hmm. C'est la rencontre avec la caméra, la rencontre avec qui a tout d'un coup solidifié quelque chose et clarifié quelque chose. Je crois que vous avez pris des cours de théâtre au début, ça, vous ne l'aviez pas eu en faisant du théâtre, c'est vraiment la caméra qui... Oui, mais j'ai commencé... Ah, on m'entend mieux là tout d'un coup. Non avec la pluie et le micro. J'ai commencé à être actrice de cinéma un peu avant que d'être actrice de théâtre, en tous les cas. Enfin, je me suis, comment dirais-je, définie plus quand même à travers le cinéma comme actrice qu'à travers le théâtre. Et d'ailleurs, je me suis, plus tard, quand j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre, j'ai fait du théâtre comme une actrice de cinéma et pas comme une actrice de théâtre, à savoir que pour moi, ayant compris très vite que le cinéma était vraiment le lieu de la confrontation avec soi-même, alors que le théâtre, a priori, n'est pas ce lieu-là, est plutôt le lieu de la confrontation avec le texte, avec le langage. Moi, j'ai eu envie de faire du théâtre cet espace privilégié-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est venu évidemment du cinéma. Et vous avez eu la chance d'avoir très jeune un premier très grand succès personnel avec un film qui est le premier, à la fois le premier grand film et surtout le premier grand rôle de votre filmographie, c'est La Dentelière de Claude Goretta. Et en tout cas, ce film, c'est le film qui vous a révélé au public, qui vous a révélé sur le plan international grâce à la présentation du film à Cannes. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le film qui vous a révélé aux autres cinéastes, parce que je crois que Claude Chabrol avait été très impressionné par votre interprétation, et c'est comme ça qu'il a eu envie de travailler avec vous. Mais est-ce que c'est également ce film et ce rôle qui, d'une certaine manière, vous a révélé à vous-même en tant qu'actrice, ou est-ce que c'est vraiment à partir de là pour vous que les choses ont réellement commencé, ou est-ce que c'était déjà, vous sentiez que vous aviez déjà un projet ou des idées assez précises avant d'arriver à un résultat tellement, à la fois tellement magistral et tellement bouleversant. Enfin, c'est un film qui a vraiment touché les gens et qui vous a identifié aussi d'une certaine manière à un certain type de personnage pendant quelques années. Oui, il y avait de ça. Ça fait partie de ces films dans une vie d'actrice qui s'appelle une grande rencontre entre un personnage et une actrice. Et ça m'a été évidemment, l'occasion m'en a été donnée à travers ce film. Même s'il y avait eu les prémices de ça dans d'autres films, j'avais fait pas mal de films déjà avant La Dentelière. Je pense notamment à un film qui faisait déjà jouer un petit peu les mêmes cordes, qui était Aloïse, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai tourné en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, qui était l'histoire de Aloïse, la peintre de l'art brut, qui était jouée par Delphine Seyrig, et j'incarnais Aloïse jeune. Et puis j'avais fait d'autres films comme Dupont-la-Joie, comme Docteur Françoise Gaillan, par exemple, ou des films plus populaires, César et Rosalie également. Les valseuses. Donc, les valseuses, voilà, là où il y avait justement d'autres cordes qui étaient en jeu. Mais il est certain que La Dentelière, oui, a été au-delà de tout ce qu'on peut espérer quand on est une jeune actrice, pas tellement débutante donc, mais quand même assez jeune, tout ce qu'on peut attendre d'un film et d'une rencontre avec un metteur en scène, et surtout qui me permettait de mettre en jeu des choses évidemment qu'on met pas forcément en lumière à cet âge-là, où on est plus sur une idée peut-être un petit peu plus superficielle du cinéma, où c'est plus une séduction qui est au premier plan, où là c'était une intériorité, une souffrance, une profondeur, une séduction aussi, il y en avait, mais qui était plus cachée, et avec quelque chose au premier plan qu'on met peut-être moins souvent en première ligne si tôt dans une vie d'actrice. Voilà. Et vous avez cité le mot de personnage au sujet de la dentelière, et bon, j'ai un petit peu révisé avant que vous arriviez, donc j'ai revu beaucoup de vos films et quelques-uns de vos entretiens. Vous avez dit un jour quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant, et je crois que Godard l'a dit aussi également au sujet de la notion de personnage. Vous avez dit c'est pas l'acteur qui devient le personnage, c'est le personnage qui devient l'acteur. Parce qu'en fait, un personnage, c'est quelque chose de très abstrait, ça n'existe que dans un scénario. Et en fait, au cinéma, il n'y a que des acteurs qui jouent des personnages, donc ça passe par l'incarnation. Donc c'est peut-être un petit peu la clé justement de ce qu'on disait, de cette idée d'œuvre, c'est que quel que soit le personnage que vous jouez, c'est vous.
Oui, oui, oui. Ben c'est à la fois, il faut beaucoup de, à la fois beaucoup finalement beaucoup de confiance en soi, qu'on vous fasse aussi une grande confiance, beaucoup aussi de, comment dirais-je, d'insoumission, parce que c'est vrai que l'acteur est très vite soumis à cette idée du personnage, et, euh, et du coup il se contraint et il s'enlève toute liberté. Et la seule possibilité d'être soi-même à l'écran, c'est-à-dire d'être soi d'abord, avant un personnage. Et ça, c'est une notion sur laquelle j'avais beaucoup parlé aussi avec Jacques Doyon, qui, euh, qui a totalement aboli l'idée ou la notion même du personnage dans son cinéma. Il dit qu'on ne joue pas des personnages et qu'on joue des personnes. Et puis après, c'est une notion aussi que j'ai retrouvée, par exemple, en lisant les livres de Nathalie Sarraute, où là aussi, dans une littérature comme celle de Nathalie Sarraute, il n'y a pas d'idée de personnage, il y a l'idée d'une succession d'états qui sont traversés et qui, à l'arrivée, sont beaucoup plus incarnables que si on vous propose un personnage avec des contours précis, mais qui est forcément arbitraire et irréel, parce qu'un personnage, c'est purement fictif, ça n'existe pas. Donc, la seule façon de faire circuler du vivant, parce qu'au fond, c'est ça le but ultime. C'est pas tant d'être soi-même au premier plan, ça s'accompagne aussi de ça. Hein. Il y a aussi un désir narcissique d'être soi constamment, d'être confronté avec soi-même, mais c'est aussi l'idée d'être au plus proche d'une vérité, de faire circuler du vivant tout le temps. Et pour faire circuler du vivant, il n'y a pas d'autre moyen que de s'imposer soi-même, puisque, encore une fois, un personnage... Et c'est aussi une notion que j'ai aimé retrouver au théâtre, parce qu'au théâtre, on est encore plus soumis à l'idée d'un personnage. Si on prend les grands personnages classiques, si on vous dit qu'on va jouer Phèdre, par exemple, je sais pas, on a un peu tendance à avoir forcément une grande femme brune tragique, et du coup, on est... je ne sais pas pourquoi je dis brune d'ailleurs, parce que oui, il y a l'idée comme ça d'un personnage, je sais pas, antique, ou voilà, il y a des tas d'images comme ça qui viennent un petit peu oblitérer la possibilité d'une vérité, tout simplement. Et moi, j'ai aussi eu la chance, dans toutes les rencontres avec tous ces metteurs en scène, que ce soit Claude Goretta au début, ou Claude Chabrol, ou, ou plus récemment Michael Haneke, ou Claire Denis, qui me laissent aussi imposer ça. Parce qu'il y a aussi des metteurs en scène qui peuvent être... Enfin, des grands metteurs en scène qui seraient rétifs à ça, j'en connais pas beaucoup finalement. Ou alors ils sont pas grands. Ce qui est troublant dans votre travail, c'est que j'ai l'impression que vous combinez à la fois quelque chose qui fait de vous vraiment une actrice moderne, à savoir la recherche d'un point neutre à l'intérieur de la fiction, du personnage, mais aussi quelque chose qui pourrait sembler le contraire de ça, c'est presque une certaine excentricité, un goût pour le déguisement. Je pense à Copacabana, 8 femmes, dans certains films de Claude Chabrol aussi, comme La Cérémonie. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette articulation-là? Ben, quand on est acteur, il y a autant de vérité dans ce qu'on appelle communément le naturel, et encore, il faudrait s'entendre sur ce qu'est le naturel, justement, parce qu'il peut y avoir un naturel dans le travestissement, et autant de naturel et de vérité dans la facétie que dans dans la nudité, puisque de toute façon, qu'on soit nu ou travesti, on est quand même masqué quand on est acteur. Donc, là, ça permet aussi une promenade très, très souple et très, très libre dans toutes ces séries de masques. Et c'est pour ça qu'il y a un film que j'ai fait avec Claude Chabrol que j'aime beaucoup, qui est Rien ne va plus, qui est le film lui-même est le lieu d'une autobiographie très cachée d'ailleurs autour de Claude Chabrol. Donc c'est un film assez mystérieux et intéressant pour ça, parce que c'est déjà un film où Claude Chabrol lui-même se révèle et se cache à la fois dans ce personnage de Michel Serrault, où en fait il révèle beaucoup de lui-même, il révèle beaucoup aussi de son rapport au cinéma, dans la manière dont il parle de tous ces petits trafics, de toute cette petite escroquerie. Il parle aussi du cinéma comme lieu d'un trafic, pas seulement d'un trafic économique, d'ailleurs d'un trafic aussi affectif. C'est vrai que le cinéma, c'est un peu du donnant-donnant. À la fois, on donne quelque chose, et puis en même temps, on prend quelque chose aussi. Donc, il parle beaucoup de ça dans le film. Et dans le personnage que j'incarne, moi, j'aimais bien cette idée que on me découvre au début apparemment
masqué, avec une perruque, des cheveux bruns, donc on pense que c'est pas moi. Et puis finalement, mais en fait, c'est quand même moi. Et quand je suis finalement moi-même avec mes cheveux à moi, en fait, c'est pas moi. Enfin, il y a tout un jeu comme ça sur le faux semblant, sur la vérité et le masque, qui est tout à fait réjouissante dans le film. Et Jean-Marc a évoqué Copacabana de Marc Fitoussi, qui est un film que j'aime beaucoup, et qui est une comédie où vous jouez un personnage très drôle. Et ce talent pour la comédie et même le comique que vous avez, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'a pas été un peu négligé ou sous-employé par des cinéastes, mais peut-être également par vous-même, par rapport à des choix plus orientés vers le drame ou même la tragédie, alors que vous avez fait quelques comédies, alors celle-là, et puis ou des films comme Sac de nœuds. Enfin, vous avez un tempérament comique qui est peut-être pas, qui est un peu sous-employé, je trouve. Oui, sûrement, oui, mais je crois que ça a aussi à voir avec le cinéma lui-même, je pense que pendant enfin, en gros, les grands films dits comiques, puisqu'il faut donc dresser des catégories. Bon, quand on est actrice, on est, comment dirais-je, moi je trouve qu'il y a des choses très drôles, par exemple dans les films d'Anneke. Bon, ça saute pas vraiment aux yeux, mais enfin il y a quand même de l'humour, il y a quelque chose de, donc quand on se satisfait dans son champ intime et intérieur d'expression assez facilement de petites saillies comiques qu'il peut y avoir dans des films dits dramatiques. Et à l'inverse, d'ailleurs, il y a des choses dramatiques dans les films comiques. Bon, mais c'est vrai que le grand cinéma comique ou léger ou avec des traits d'esprit, enfin c'est plus difficile à faire. Aussi, le cinéma remplit une autre fonction que ce qu'il a rempli à une époque. Il y a eu un âge d'or du cinéma où il y avait des grands metteurs en scène comme Capra, comme Léo McCarey, comme To Be or Not To Be, Lubitsch. Enfin, voilà, bon. Il y a moins ça maintenant. Le cinéma, moi je suis une actrice aussi de mon époque, et c'est une époque où le cinéma est peut-être moins fait pour dire des choses agréables sur des gens agréables, en gros. Il y a une époque où on faisait des grands films en disant des choses agréables sur des gens agréables, mais peut-être que, je sais pas, le monde est de moins en moins agréable, donc la fonction du cinéma aussi, c'est d'en révéler plus les aspérités, les dissonances, et donc je crois que c'est plutôt lié à ça, parce que moi je veux bien faire toutes les comédies du monde, je fais les bonnes qu'on me propose, quoi. Oui, on en revient à l'idée qu'en fait ce que vous recherchez plutôt, c'est de travailler avec des grands cinéastes. C'est ce que je recherche avant tout, oui. Oui, bah oui, parce que si c'est quand même mon critère premier. Enfin, pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est lié à des personnes, c'est pas lié évidemment pas à des formules. C'est lié, c'est une expression individuelle qui parfois peut rencontrer le plus grand nombre, parfois moins d'ailleurs. Ça m'importe un peu, mais pas non plus, pas tant que ça. Chaque film s'adresse pas à tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Il y a certains films qui s'adressent à... Le scénario n'est pas quelque chose de tout déterminant dans vos choix, c'est plutôt l'envie de vous inscrire dans une mise en scène. Ben, ça dépend si c'est un premier film, par exemple, il va être un petit peu plus déterminant. Que je rentre par exemple de Corée du Sud, pas encore de Corée du Nord, où j'ai fait un film avec Hong Sang-soo, et ben, il n'y a pas de scénario, voilà. Mais donc je suis partie. Il m'avait prévenu. Moi, ça m'amusait beaucoup. C'est Hong Sang-soo, c'est un grand metteur en scène. J'ai vu ses films. Je sais qu'il tourne sans scénario. Moi, ça fait quand même assez longtemps que j'avais pas tourné. Au fond, le dernier avec qui je l'avais fait comme ça, c'est un peu Jean-Luc Godard, où là aussi, il n'y avait pas vraiment de scénario. Ça, c'est toujours quelque chose qui intrigue énormément les gens, qui excite beaucoup les imaginations, l'idée qu'il n'y ait pas de scénario. Je crois qu'il y a quelque chose comme une espèce de trou noir dans l'esprit des gens quand on imagine qu'un film peut se tourner sans scénario. Et cela dit, c'est vrai que c'est assez fascinant à voir au point que le fait Hong Sang-soo, par exemple. Oui, véritablement, il écrit les scènes le matin, pas tellement tôt d'ailleurs. On reçoit le scénario vers 11h du matin, et là, il faut apprendre à tout allure parce que c'est très dialogué, c'est très construit. C'est très mis en scène, et il écrit tous les jours au fur et à mesure. Et je savais rien d'autre
Enfin, je savais juste qu'il y aurait 3 personnages. C'est déjà pas mal, d'ailleurs. C'est bon. Dont vous. On a souvent l'habitude de considérer les acteurs, et surtout les actrices peut-être, comme des objets de désir. Le désir à la fois des spectateurs, mais aussi le désir des cinéastes qui ont envie de les faire tourner. C'est évidemment votre cas, mais je dirais qu'on vous sent très désiré, mais on vous sent également très désirante. Souvent, on a l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine de la rencontre, du film, que c'est votre volonté à vous qui va vers un cinéaste. Et vous dites que vous ne connaissez pas bien le cinéma, mais en même temps, moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes très cinéphile, en tout cas que vous êtes très curieuse et que vous êtes très informée, que vous cherchez souvent où est le talent, où est l'originalité, et s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser dans cette œuvre, justement, pour revenir à cette œuvre. Vous avez dit le mot juste, je suis très informée, oui. Je suis plus informée qu'en fait... Non, mais ça compte, hein. C'est vrai que moi, il y a des fois, je sais pas, je lis une ligne d'interview et puis je sais que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de tourner. Je suis assez intuitive et parfois, ça me suffit pour savoir que je peux... quelque chose peut me relier à quelqu'un. Mais pour ce qui est du désir, c'est compliqué. Enfin, le désir, c'est toujours compliqué, ça, on le sait. Mais... oui, je suis une actrice désirante, ça c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on va faire naître ce d'un réalisateur. qu'on va faire naître ce désir. J'ai eu le bonheur ou le malheur de le dire une fois, et alors ça a un petit peu eu tendance à s'étendre comme ça, comme un petit caillou qu'on jette dans la mare, et puis ça fait C'était à l'Artlais. C'était à l'Artlais. Oui, j'avais écrit une lettre à l'Artlais. Après avoir vu Trust Me, que j'avais beaucoup aimé, et je lui avais dit, j'avais écrit une lettre. Et bon, il se trouve qu'il m'a répondu, il m'a envoyé un scénario, et il m'a dit, venez tourner avec moi. Mais c'est assez rare. Ça m'inquiéterait même d'ailleurs que finalement, il suffise qu'on demande à un metteur en scène de tourner avec lui, et hop, il se précipite pour tourner avec vous. Ça serait... mais après, il y a quelque chose évidemment qu'on peut. Oui, il y a une curiosité, et puis à force d'être. Peut-être qu'inconsciemment, on fait quand même venir les choses à soi. Voilà. Il y a une espèce de mouvement comme ça vers l'extérieur permanent qui fait qu'à un moment donné, les choses arrivent aussi, peut-être. Pour parler de choses un peu moins générales et pour entrer pas dans le vif du sujet, mais en tout cas pour évoquer des films en particulier de votre filmographie extrêmement riche, il y a quand même un moment dans cette filmographie qui me paraît être un peu comme un point culminant du cinéma contemporain. C'est l'année 1980 où vous tournez à la suite, dans la même année, Sauf qui peut la vie, Loulou et La Porte du Paradis. Donc on ne peut pas imaginer 3 expériences aussi différentes. On ne peut pas imaginer non plus 3 cinéastes aussi géniaux, aussi immenses, aussi fascinants. Et on ne peut pas imaginer 3 expériences aussi fortes et peut-être même aussi douloureuses, difficiles. Alors comment vous avez survécu comme ça à cette année 80 et comment vous avez participé à 3 films qui sont 3 chefs-d'œuvre, qui sont 3 films majeurs de l'histoire du cinéma et 3 univers aussi forts. Oh, c'était pas douloureuse. Ce qui est un peu amusant, si on aime un peu les anecdotes, c'est de savoir comment elles se sont un peu reliées les unes aux autres, alors de manière assez intéressante. Dans l'ordre, je crois que je tournais d'abord Loulou, et puis après j'ai tourné Les Portes du Paradis, puis après j'ai tourné Sauf qui peut. Alors par exemple déjà Loulou, avec Maurice Pialat, comme on peut imaginer, on savait quand on commençait les films, on savait moins quand on allait les terminer. Alors Michael Cimino avait envoyé un acteur sur le tournage qui était chargé, m'apprendre à faire du patin à roulettes pendant que je terminais de tourner Loulou. C'était un acteur qui s'appelait Paul D'Amato, qui jouait dans Deer Hunter, qui fait un des compagnons de Robert De Niro au début du film. Alors D'Amato était absolument halluciné. Il a été parachuté sur le tournage de Maurice Pialat, et puis il était censé me faire du patin à roulettes au Jardin du Luxembourg ou dès qu'on trouvait un endroit pour préparer Les Portes du Paradis. Alors déjà, le lien qui s'établissait de cette manière-là. Et puis alors, au bout de 8 jours, Pialat finalement le trouvait très sympathique. Il a commencé à sympathiser avec lui. Puis alors
Et alors il lui a dit bah, tu vas travailler sur le film pour l'occuper parce que lui il attendait toute la journée que j'ai terminé le tournage et puis il était surtout censé me ramener à une heure précise, à un jour précis, m'extraire du tournage de Loulou qui aurait pu se prolonger indéfiniment parce que c'était quand même une époque où Maurice aimait bien retourner les scènes et les derniers jours du tournage c'était surtout du retournage. Alors après je suis partie tourner Les Portes du Paradis et j'étais partie pour tourner 2 mois et en fait je suis partie 7 mois. Et je devais tourner un film avec Yves Boisset à la même époque que j'étais obligée d'annuler. Et pendant le tournage des Portes du Paradis, Jean-Luc Godard est venu me voir pour préparer sur le tournage le tournage de. Ah là, c'était une rencontre tout à fait délicieuse, enfin un peu surréaliste. Oui, il était à Los Angeles, alors il a pris un avion pour venir me voir dans le Montana, et puis je suis allée le chercher à l'aéroport. Et puis on est parti déjeuner dans un petit restaurant au bord d'une rivière dans le Montana où j'étais. Et alors je lui ai demandé de me dire 2 mots sur le rôle. Et alors là, il parle pas beaucoup, Jean-Luc, et il m'a dit ça doit être le visage de la souffrance. Tout ce qu'il m'a dit. Alors, c'était évidemment, ça résonnait bizarrement au milieu de cette rivière, dans cette nature sublime. Et c'est tout ce qu'il m'a dit sur le personnage. Entre-temps, Michael Cimino avait su qu'il était là, donc il l'a invité à venir nous voir sur le plateau. Mais il n'a pas voulu, il est reparti. Et après, je suis partie retourner. Et sauf qu'il peut, non, c'était pas un moment douloureux parce que Godard aimait bien dire que c'était son premier film. C'était le début d'une retour au cinéma après la vidéo. Après la vidéo, d'une nouvelle période pour lui. Et c'est plutôt Passion qui est un tournage un peu plus douloureux pour lui, d'ailleurs, pas pour nous en tous les cas. Oh, un petit peu pour. Moi, je devais bégayer dans le film, ça m'a un petit peu énervé parce que de demander à une actrice de bégayer, évidemment, c'est un peu. Mais bon, j'ai bégayé. C'était. Et Cimino, comment il vous a choisi? Comment il a décidé? Enfin, comment vous vous êtes rencontrés? Comment il a eu cette idée qui est pas évidente, enfin en tout cas, de choisir pour le rôle? Il dit que, je sais pas, il y avait Violette Nozière qui sortait à la même époque dans un cinéma à New York qui s'appelle Le Paris, sur Central Park West, là, un très beau cinéma qui existe ou pas. Oui, qui existe toujours, qui passe des films français. Et voilà, donc il dit qu'il est rentré dans le cinéma puis qu'il avait un petit bout du film. Même pas le film en entier, je crois qu'il l'a jamais vu en entier d'ailleurs, et qu'il a eu envie de me proposer le rôle. Juste en voyant votre image sur un écran, en voyant la scène de l'arrestation dans Violette Nozière. Je sais pas, il avait une idée comme ça. Et vous, Cimino, pour vous, c'était quoi? Vous aviez vu Voyage au bout de l'enfer? Non, je l'avais pas encore vu parce qu'il n'était pas sorti encore. Et vous avez accepté tout de suite de vous embarquer dans cette aventure? Oui, après il m'a envoyé un scénario, mais après c'était difficile parce qu'en fait les artistes associés étaient un petit peu, enfin voulaient pas, ils auraient préféré une actrice américaine. Alors après il est venu à Londres, il m'a fait venir à Londres pour essayer les costumes un peu en secret, et puis je suis vraiment partie au dernier moment quand finalement ils ont accepté que je parte faire le film. Et après le film évidemment a connu le destin qu'on connaît, à la fois grandiose et un peu tragique. Voilà. Vous êtes extrêmement ouverte au cinéma étranger, en fait. Vous avez tourné avec, vous avez fait beaucoup de films en Italie, avec Werner Schröter, Haneke, récemment à Nazi, avec Oriente Mendoza ou Hong Sang-soo. Est-ce que vous pouvez parler de ce goût d'aller dans des cinémas ailleurs, de sortir du cinéma français? Est-ce que c'est une façon d'y échapper? Sans doute aussi, ça, j'avais pas pensé à commencer ma réponse par ça, mais un petit peu aussi, oui. Et puis c'est vrai que bon, enfin, c'est un cliché un peu facile de dire que le cinéma, c'est forcément un petit voyage à la fois en soi-même et à travers l'autre, et que ce soit doublement un voyage, que ce soit à la fois un voyage aussi non temporel, mais aussi un peu spatial. Moi, l'idée de partir tourner un film loin sans rien savoir, ça m'amuse énormément. Là, je suis partie tourner le film de Briante Mendoza. Évidemment, il n'y a pas plus. C'est un univers vraiment qui est très très loin de ce qu'on peut connaître sur un tournage parisien. Souvent, les films se tournent à Paris ou sur un tournage français. Donc moi, je sais pas. J'ai l'impression que ça peut aussi fabriquer quelque chose de tout à fait
intéressant sur un écran aussi. Et je l'ai aussi vérifié en faisant le film d'Aung San Suu. Évidemment, Aung San Suu, il a raconté toute son histoire autour de ça. C'est vraiment la rencontre d'un pays avec une personne qui vient de loin. Et puis, je préfère aller vers les cinéastes plutôt qu'ils viennent vers moi. Je trouve que, enfin, je sais pas. Je trouve que ça m'intéresse plus d'aller à la fois découvrir un cinéaste dans son pays, dans son contexte, dans sa manière de travailler, plutôt que le contraire, qu'un cinéaste qui viendrait de loin pour venir me filmer chez moi. Et quand vous partez avec une cinéaste française, par exemple, comme Claire Denis, en Afrique, c'était une expérience forte. Je crois que c'est votre seul tournage en Afrique, White Material, qui est sorti l'an dernier. Oui, Coup de torchon. C'est ça, il y avait eu un torchon. coup de torchon Ah oui, avant bien sûr, bien sûr. au Sénégal, mais c'était très différent. Et oui, c'était une expérience tout à fait extraordinaire aussi, le tournage avec Claire Denis, bon, qui connaît bien le pays. Elle est née là-bas. C'est aussi une rencontre avec elle-même. Donc c'est pas un voyage, c'est pas un tournage touristique qu'on fait quand on part tourner là-bas avec elle. C'est aussi un retour sur elle-même, un retour sur son enfance, sur son passé, sur un univers qu'elle connaît très très bien, donc qui l'autorise pleinement à dire ce qu'elle dit dans ses films. Et on se trouve dépositaire de ça. Bonjour, merci d'être ici. Je pense que vous portez dans le rôle que vous jouez quelque chose qui nous inquiète, comme nous savons, car nous appartient dans les rôles dramatiques. Est-ce que c'est un instinct ou comment vous travaillez sur ces rôles, sur la violence de certains personnages, dans laquelle, parfois, nous nous reconnaissons nous-mêmes. Merci. Et la folie qui est très présente dans votre filmographie aussi. Oui, enfin la folie, ou ce qu'on imagine l'être la folie, et qui en fait ne l'est pas, justement, qui est plutôt... si on se reconnaît dedans, c'est que c'est justement pas la folie, c'est que c'est des sentiments qui appartiennent à tout le monde et qui sont plus ou moins contraints et qu'on peut définir hâtivement comme la folie, mais qui ne le sont pas, qui sont tout simplement des comportements ou des souffrances, tout simplement, ou des difficultés à vivre et des difficultés à survivre. Alors comment je le travaille? Mais moi je travaille pas. C'est par j'ai du mal à employer le mot travail en fait dans mon travail, justement. J'ai toujours l'impression que c'est pas un travail. C'est du ressenti. Ça a aussi à voir avec justement quelque chose dont je sens ou je pressens qu'il va pouvoir m'appartenir pleinement au moment où je lis un scénario, où c'est comme je sais pas, c'est comme une apparition un peu en soi. Et dès lors que cette chose m'apparaît clairement en moi-même, elle s'imprime très facilement sur un écran. Le travail l'idée d'un travail ou d'un effort ou une difficulté, il est vraiment à un stade antérieur du travail. C'est-à-dire, elle est dans le choix, elle est dans tout ce qui m'amène vers un rôle. Mais une fois que le rôle est choisi, y a plus, tout est fait finalement. Il n'y a plus qu'à... Les choses adviennent assez facilement. Je voulais savoir si pour vous, le cinéma était plus important que la vie, dans la mesure où est-ce qu'il est plus essentiel ou est-ce que finalement pas? Et si pas, comment est-ce qu'on fait pour garder cette frontière? Alors, le cinéma plus important que la vie, ni plus ni moins, non. Enfin, le cinéma ne serait pas un objet mort face à une autre engeance qui serait la vie, qui serait vivante. Hein. Donc, le cinéma, c'est drôle parce qu'on ne dit pas ça, par exemple, on ne demande pas à, je sais pas,
un restaurateur, si la cuisine est plus importante que la vie. Mais le cinéma, c'est souvent, peut-être parce que le cinéma, justement, représente du vivant sur un écran. Alors, on a tendance à l'opposer il y aurait une fausse vie face à une vraie vie. La reproduction par rapport à l'original. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, c'est... bon, c'est une manière de vivre, et c'est effectivement pour ceux qui en font. C'est vrai que le cinéma est tellement... souvent une telle passion pour les gens qui le font, qu'ils soient metteurs en scène, acteurs ou même souvent techniciens, hein, ou opérateurs, que ça devient une manière de vivre, ça devient un rapport au monde. Ça peut-être encore plus quand on est actrice d'ailleurs, parce qu'on est toujours un petit peu vu à la fois comme soi-même et comme ses rôles et comme objet public. Donc ça finit par créer une manière d'être relié aux autres qui est à la fois agréable, et souvent il y a un petit hiatus aussi parce que c'est forcément un peu mensonger. On est évidemment pas les rôles qu'on joue, et on est quand même vu comme si on était les rôles qu'on joue. Donc ça crée une sorte de malentendu un peu permanent avec les gens, mais évidemment pas avec ses proches, mais avec des gens un petit peu plus lointains. Mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est pas tellement dissociable, pour moi en tous les cas. C'est une manière de vivre. Madame Huppert, vous avez parlé d'une autobiographie fictive un peu en cinéma. Votre travail avec Werner Schröter, est-ce que c'était un point très important pour vous? J'ai vu le film et je pense que c'est extraordinaire. Et vous pouvez commenter à ça, merci. Ah oui, c'était vraiment important parce que c'était un personnage extraordinaire, Werner Schröter. C'était un très grand cinéaste, un poète. Ça, c'est évidemment la chose. Enfin, pour moi, c'est un peu le compliment suprême de pouvoir dire qu'un cinéaste est un poète, comme les Claire Denis, par exemple, pour moi. C'est impalpable, c'est indéfinissable. Hein. Je ne vais pas vous donner une définition de la poésie, mais c'est voilà, une manière de ressentir les choses et de les projeter sur un écran. C'est difficile de convoquer ça au cinéma. Et Werner Schröter, c'était un personnage extraordinaire. On était très loin l'un de l'autre et très très proches en même temps. Et moi, j'aimais aussi beaucoup mon amitié avec lui et l'amitié qu'il avait pour moi. Ça, c'était quelque chose qui m'était très précieux parce que, encore une fois, on pouvait pas imaginer deux personnes plus différentes et on se rencontrait à un point mais tellement fort et tellement évident que j'aurais tourné encore 10 films avec lui. J'ai adoré faire tous les films que je fais. Il m'a donné une liberté extraordinaire, une confiance aussi. Et d'ailleurs, il pouvait m'emmener très loin. Il était aussi, et pas que moi d'ailleurs, il pouvait emmener beaucoup de gens autour de lui très loin, Werner. Il avait cette emprise aussi sur les gens. Il me faisait marcher sur du feu dans Malina. Alors il marchait lui-même sur du feu en disant mais ça brûle pas, ça. Il m'a pas vraiment convaincu parce que ça brûlait quand même. Mais je l'ai fait pour lui. Oui, bonjour. C'est toujours lumineux de vous entendre parler du métier d'actrice, Isabelle Huppert. Vous avez évoqué au début de l'entretien le rapport spéculaire et même narcissique, avez-vous dit, sans doute au sens mythologique du terme, avec l'image. Et j'ai pensé à ce moment-là que qu'il y a beaucoup de photographies de vous qui sont parfois exposées, que donc vous êtes prêté au regard des photographes, peut-être même l'avez-vous souhaité parfois. Et je me demandais, est-ce que cela procède de la même chose et si oui, dans quelle altérité avec l'image cinématographique? Ah oui, ça procède absolument de la même chose. Pas, évidemment, ça n'a rien à voir de tourner un film et de faire une photo, mais pour ce qui est pour ce qui est je ne sais pas si on peut parler du plaisir. C'est le narcissisme dont on fait l'expérience hein, quand on est actrice. C'est assez difficile d'en parler d'une manière juste. Bon, c'est un mot qui est très vulgarisé, c'est évidemment ça qui est à l'œuvre et pas autre chose. Mais
une fois qu'on a dit ça, évidemment, on échoue un tout petit peu à expliquer vraiment ce que c'est. Mais en fait, toujours est-il que c'est quelque chose, en tous les cas, qu'on a un petit peu éternellement envie de recommencer. Donc, ça a certainement à voir avec l'insatisfaction, mais on sait bien que le narcissisme, c'est ça, justement. Donc, c'est de recommencer constamment. Donc, alors, la photo, c'est pratique parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend moins de temps qu'un film. Et c'est à chaque fois faire l'expérience renouvelée de ce moment qui viendra peut-être ou pas combler quelque chose dont on sait à l'avance qu'il ne sera jamais comblé de toute façon. Est-ce qu'on tutoie dans ce cas-là le risque de la perte de soi-même, comme dans le mythe? Non, moi ça va, moi. Non, mais moi je suis assez... moi ça va, puis je lis pas du tout de mauvais romans ni de mauvais journaux, donc ça va. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre inspiration. Pour nous, comme acteurs et actrices, vous êtes une grande inspiration. Merci. Vous avez parlé de la préparation des rôles, surtout des rôles fictifs. Est-ce que vous avez, ou ce serait un challenge pour vous de vraiment jouer, ou de jouer un personnage qui a vraiment vécu, contemporain ou du passé? Ah oui, de faire ça s'appelle un biopic maintenant, comme on dit, oui. Oui, c'est un genre intéressant qui a ses limites aussi, pour moi, mais qui peut être élevé à des hauteurs tout à fait non moins, sinon considérables, du moins intéressantes pour un acteur. Peut-être le biopic de moi-même, oui, pourquoi pas. Non, je plaisante. Mais d'abord, j'ai joué des personnages qui ont existé. Avec Chabrol. Madame Bovary, non, par exemple. Eva Joly, d'une certaine façon. Joly. Oui, Eva Joly, oui. Non, mais Marie Curie, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Les Palmes de Monsieur Schultz, qui est une comédie de Claude Pinoteau, où je jouais Marie Curie. Oui, mais en même temps, même si on prend de jouer un personnage existant qui est très très repérable ou qui est très précis dans l'imaginaire collectif, c'est assez difficile. Mais pourquoi pas? C'est pas quelque chose qui m'obsède. J'étais très frappé le jour où j'ai perçu que vous êtes peut-être l'actrice qu'on a vu mourir au cinéma de mort violente, de toute l'histoire du cinéma. Je crois qu'on vous a vu poignardé, brûlé, abattu d'un coup de fusil, chez Chabrol, Haneke, Schroeter. Qu'est-ce que vous faites de ça? Aussi souvent eu envie de vous tuer à l'écran. Ah ouais, c'est bizarre ça. Bah, j'ai beaucoup aimé mourir dans La Dame aux Camélias. C'est vrai que c'était hyper... Ah bah ouais, oui, alors... Oui, ça doit avoir avec la vie. Ça doit avoir avec la vie, j'imagine. C'est aussi agréable de mourir que de vivre. Donc, il y a un moment dans La Dame oui, quand elle meurt, La Dame aux Camélias, elle dit « Rinace, Rinace » et elle meurt. Donc voilà, ça doit être ça. Mais oui, j'avais pas pensé. Mais tant que ça, en fait. J'ai l'impression beaucoup quand même. On va faire le compte parmi les 104 films. Ah oui, non, mais dans La Pianiste, je meurs pas. Hein. J'essaie de mourir. Oui. Ah oui, justement, dans La Pianiste, c'est ça qui est... c'est le petit twist. Enfin, la pianiste, elle est... ça, j'aime... Elle aimerait bien mourir comme une bonne héroïne romantique, une bonne petite Madame Bovary ou Dame aux Camélias. Elle n'y arrive même pas. Elle rate son suicide, c'est horrible. Voilà. C'est pour ça que ça, c'était très, très, très plaisant à faire. Mais enfin, on a quand même fait 55 prises pour le couteau, là, au moins, enfin, beaucoup de prises. À la fois, elle n'arrivait pas à mourir, mais Michael Haneke, il avait quand même bien... Il n'arrivait pas à la quitter quand même. Donc, c'était très curieux. Parce que je crois que c'était quasiment le dernier plan du film qu'on a tourné. En parlant de La Pianiste, ça a été comment de travailler avec Monsieur Haneke et sa façon de
rendre la violence est très, très différent de la façon de Chabrol. Il la explicite plutôt. Oui, il explicite, certes, Plus mais moins qu'on ne le croit quand même, je trouve. C'est-à-dire, mais il est maître dans ce genre-là. Il a une manière de faire croire à la violence tout en la montrant en fait moins qu'on ne le pense. Du coup, c'est plus difficile pour le spectateur de la regarder que pour l'acteur de la jouer. Bon, il y a bien sûr une violence psychologique, mais même pour ce qui est de la violence physique, je crois que même dans un film comme Funny Games, qui est évidemment le sommet de la violence et en même temps de sa dénonciation, il la montre pas tant que ça. Enfin, il la montre, mais il ne l'exhibe pas. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est son éthique de metteur en scène. I was wondering if you could talk a little bit about your working relationship with Claude Chabrol, because he once told me that you two were like an old couple together. Is A that young true? one. Would you say so as well? Yes. Yes. Je réponds quoi, en anglais? En français, non? Ou en italien? Je sais pas. Oui, c'était une relation. Ça marchait entre nous. C'était bien. C'était bien depuis le premier instant. Voilà. Je sais pas pourquoi c'était bien. C'est comme dans un vieux couple d'ailleurs. On sait pas pourquoi, mais c'était bien. C'était moi, je l'admirais énormément. Je l'admirais beaucoup intellectuellement aussi, Claude Chabrol. Et moi, j'aime bien admirer les gens intellectuellement. Ça me rassure, ça me nourrit aussi. Donc, c'était quelqu'un qui avait une culture très grande dans beaucoup de choses. J'aimais, voilà, beaucoup parler avec lui. Connaissait très bien la musique, très bien la littérature, mais sans pompe ou sans. C'était quelqu'un qui était très drôle aussi, et il y avait une sorte de bonheur pour moi d'être juste à ses côtés pendant qu'on tournait. Alors, je crois que par ailleurs on faisait des films, mais c'était un peu comme ça sur le côté pour nous. Surtout on se parlait, on était bien ensemble. Mais j'aime bien faire les films comme ça, comme quelque chose un peu, quelque chose aussi qui est pas forcément central dans la relation, qui vient comme mais qui est d'autant plus importante qu'elle vient ça vient un peu sur le côté aussi, et pas comme une chose qu'on discute toute la journée. Parce que c'est pas en discutant que les choses se font. Ça se passe ailleurs. Alors nous, on parlait beaucoup pour être sûr qu'ailleurs ça se passe vraiment bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous.